Nous sommes le samedi 4 novembre. Bonjour et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres. Et l'ANIFIP, en collaboration avec l'USAID, ont clôturé une formation qui portait sur la formation des formateurs sur l'entrepreneuriat et techniques de recherche d'emploi et destinée aux différents formateurs de l'Institut national de l'administration publique. Et l'armée syrienne a repris le contrôle total de Deir ez-Zor et de son côté l'armée irakienne s'est emparée de sa localité d'Al-Qaïm. Nous entamons cette édition par cette rencontre entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diaedine Saïd Bamaklama, hier, et le directeur de l'université de l'imam Mohammed Ben Saoud islamique à Riyad, Dr Suleiman Ben Abdullah Abal Khalil. Les deux responsables ont discuté de la coopération scientifique entre les deux pays en général et les moyens de renforcer la coopération entre l'Université nationale de Djibouti et l'Université de l'imam, ainsi que la suivi des résultats de la visite du ministre djiboutien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Nabil Ahmad. Et au cours de cette réunion qui s'est déroulée dans le bureau du directeur de l'Université de l'imam, le Dr Suleiman Abal Khalil, qui a mis en évidence la forte relation bilatérale entre la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite, les rôles local et international de l'université de l'imam Mohammed Ben Saoud dans la diffusion des connaissances et son intérêt pour les étudiants boursiers et les efforts de l'Institut islamique de l'université l'imam à Djibouti. À cet égard, le docteur Abal Khalil a salué l'importance du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, envers l'Institut islamique à Djibouti, en outre la grande harmonie entre les visions des dirigeants des deux pays frères. Il a également fait l'éloge de la brillance des étudiants djiboutiens à l'université de l'imam Mohammed Ben Saoud, et en ce qui concerne sa prochaine visite à Djibouti en décembre prochain, le docteur Abal Khalil a précisé qu'elle verra beaucoup de procédures de développement de l'Institut islamique à Djibouti, où il a exprimé la volonté de l'université de l'imam pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération scientifique avec les autorités concernés à Djibouti. Et pour sa part, l'ambassadeur Bamaklama a renforcé sur les relations bilatérales entre les deux pays, notant qu'il était distinct tout au long de l'histoire, et elle est en plus forte jour après jour, avant qu'il mette en lumière le rôle académique et cognitif de l'université de Djibouti et l'université à l'imam. L'ambassadeur a par la suite insisté sur l'attente du gouvernement djiboutien avec impatience de la prochaine visite du directeur de l'université de l'imam à Djibouti et l'attention du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh sur la mise à niveau de l'Institut islamique à Djibouti et le développement d'un certain nombre de diplômes universitaires et disciplines dans le cadre. Autre nouvelle, l'ANIFIP, en collaboration avec l'USAID, a clôturé jeudi une formation qui portait sur la formation des formateurs et formatrices sur l'entrepreneuriat et techniques de recherche d'emploi et destinée aux différents formateurs de l'Institut national de l'administration publique. Les participants ont travaillé sur la révision de la datation module faisant partie du programme des compétences de base pour l'employabilité et l'entrepreneuriat. Il s'agit donc des modules relatifs au développement personnel, les aptitudes et comportements au milieu professionnel, ainsi que les notions de marché et entrepreneurial pour l'aide à la création d'entreprises. Les échanges et les débats ont été très fructueux et les discussions ont essentiellement porté sur la fusion de ce programme avec le programme d'entrepreneuriat. La cérémonie de clôture de cette formation a réuni le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Hamad, la représentante de l'USAID, ainsi que la chef de service de l'insertion professionnelle, Madame Mouna Mohamed Ahmed. Cette cérémonie de clôture a été couronnée par la remise d'un certificat aux participants. Nous avons eu l'opportunité d'explorer ensemble le module introductif et les premiers 3 modules de compétences de base de l'employabilité et l'entrepreneuriat. Je voudrais expresser ma gratitude d'abord pour la participation de tous les participants. Je sais que tous sont très occupés et quelques-uns ont passé avec nous leurs jours de vacances. Merci pour partager avec nous et vos collègues votre temps, votre perspective
et votre expérience. C'est un immense plaisir pour moi d'assister à la clôture de la formation des formateurs et formatrices sur les compétences de base de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Je suis heureuse de constater qu'elle réunit les responsables des 3 partenaires. J'espère que cette importante formation de 5 jours a permis aux 30 participants de comprendre le rôle essentiel qu'ils doivent jouer pour guider les jeunes demandeurs en leur donnant plus de motivation et de nouvelles idées pour que les jeunes soient actifs et productifs dans la société. Et pour sa part, le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdelrad El-Hamad, a rappelé l'importance que revêt cette formation au profit des fonctionnaires qui pourront à leur tour transmettre ce savoir à leurs collègues de travail. Je propose de l'écouter. Pour commencer, je voudrais aussi féliciter l'ensemble des formateurs, que ce soit du MENFOP, du Chambre de commerce ou bien de la NEFIP, pour avoir participé de façon assidue à cet atelier. Vous félicitez et bravo à tous. C'est très important parce que vous êtes à la base de la transmission du message. C'est pour nous un élément essentiel dans l'éducation nationale. Vous êtes à la clé, à la porte du savoir. Les enfants que nous avons, que ce soit les chômeurs ou que ce soit les professionnels ou que ce soit les jeunes étudiants, sont toujours là à vous écouter, à prendre connaissance de ce que vous allez de ce que vous les formez. Donc c'est très important pour la transmission du message. Et ce module sur la formation en compétences de base et entrepreneuriat, c'est une culture qui est en train de se mettre petit à petit, de se mettre en place à Djibouti, et nous devons les renforcer. Nos enfants, lorsqu'ils sont à l'école, ils sont dans les centres, ils ne pensent pas tout de suite à avoir ces compétences ou bien à réfléchir à l'entrepreneuriat. Le fait que maintenant nous mettons ça dans nos programmes, depuis la réforme de 2013, donc nous sommes en train de mettre en place ces nouveaux modules et les compléter par les modules que nous avons transmis l'équipe du SAID. Donc c'est très important pour que cette culture se mette petit à petit en place. Comme vous le savez, en dépit des réformes accomplies et malgré une croissance économique positive et soutenue au cours des dernières années, la situation de l'emploi reste préoccupante. Cette situation s'explique en partie par le fait que la croissance économique ne s'est pas accompagnée d'une création massive de l'emploi. Le taux de chômage au sens large se situe à environ 48%. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés par le chômage et la vulnérabilité de l'emploi. Mesdames et messieurs, d'une manière générale, les principaux freins à l'employabilité des jeunes et des hommes, des femmes et des hommes de notre pays s'expliquent par l'inadéquation formation-emploi des cursus d'enseignement face aux perspectives de l'emploi et la faible densité de tissus d'entreprises formelles qui limitent le potentiel de l'emploi. Et nous avions recueilli quelques réactions des participants qui ont bénéficié de cette formation. Voici quelques-unes. Nous avons fait une formation sur l'employabilité, une formation formateur sur l'employabilité, appuyée par l'USAID, et je vais dire, c'est un projet d'employabilité des jeunes demandeurs d'emploi djiboutiens, diplômés ou non diplômés. Ce projet, je pense que ça va constituer d'abord, de prime abord, former les conseillers à l'emploi à passer les messages, à transmettre le message en qualité de formateur, en formant les jeunes demandeurs d'emploi djiboutiens sur les modules de base, sur les méthodes de base pour chercher un emploi et à la fois être dans un milieu socio-professionnel et comment se comporter devant un employeur. Et Hussein Aoulad est avec nous sur ce plateau. Bonjour Hussein. Bonjour Asma. Alors on sait que beaucoup de jeunes donc réfléchissent à entreprendre ou à l'entrepreneuriat, et c'est ce genre de formation donc, que vous venez de suivre avec nous, aide ou encourage ces jeunes à percer ou à entreprendre. Qu'en est-il? Effectivement, donc Asma Aboubakar, l'entrepreneuriat est à l'honneur ces derniers temps, sinon à l'AINE. Et donc la NEFIP n'est pas donc justement et en collaboration avec l'USAID. Cette agence donc vient de clôturer une formation ayant
pour mission de former des formateurs et formatrices qui auront donc pour tâche principale d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux futurs entrepreneurs, surtout le jeune. Autre volet donc en matière de formation aux formateurs, il s'agit cette fois-ci des techniques et de recherche d'emploi, grosso modo destinées aux différents formateurs de l'UNAP. Je ne manquerai pas de souligner donc que sans esprit d'entrepreneuriat, les jeunes n'auront aucune chance d'opportunité pour sortir du chômage, de la précarité et tout ce qui s'ensuit, tel que la débauche, la drogue ou tout autre fléau que les jeunes, par manque d'occupation, risquent d'embrasser. Aussi, faut-il tirer son chapeau à toutes les institutions, ONG, organismes internationaux ou autres tels que l'agence gouvernementale onusienne, l'USAID et bien sûr notre agence nationale, j'ai nommé l'ANEFIP. Merci Hussein pour ces précisions. À la une également, faire ancrer que le développement d'un pays se fait à travers le développement de ses territoires. Tel était l'objet de la mission parlementaire menée par des parlementaires donc, de la région de Dikil. Après une entrevue avec le préfet de la région, Mohamed Hassan Cheikhou, la délégation parlementaire a tenu une réunion élargie au conseil régional avec la participation des élus locaux, des notables et des représentants des femmes et des jeunes, ainsi que les responsables des services déconcentrés. Les discussions ont porté largement sur le renforcement du processus, de la décentralisation, sur les compétences des territoires et sur les orientations et les actions à mener dans cette région de Dikil. La mission parlementaire a fait un état de lieu de la situation dans la région en échangeant avec l'ensemble des participants. Le plan de développement régional et l'ensemble des programmes parallèles dont la région de Dikil ont été largement soulevés lors de cette réunion qui s'est déroulée en présence du préfet et du président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré. Outre la situation de la région de Dikil, les participants ont échangé sur les projets en cours et les problématiques existantes en termes d'emploi, d'innovation entrepreneuriale que l'État doit prendre en main. L'objectif final de la mission parlementaire à Dikil est le renforcement de la décentralisation avec la participation bien sûr des acteurs locaux qui doivent engager des réflexions et prendre des initiatives pour que chaque territoire s'approprie son développement et ses compétences. Dans le reste de l'actualité, une délégation conduite par la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa Abdi, s'est rendue dans la journée d'hier dans la région d'Obok. Cette délégation a été composée des femmes parlementaires, Mme Hasna Mohamed Bilil et de Nima Boulhan, ainsi que M. Mohamed Awale et le directeur des affaires sociales et la secrétaire générale donc de l'UNFD. Cette visite s'inscrit dans le cadre des tournées réalisées dans les régions du Sud afin de sensibiliser la population des 5 chefs-lieux des régions de l'intérieur sur la lutte contre le VIH-Sida et la lutte contre la stigmatisation des personnes vivantes avec cette maladie. Cette visite avait également pour but de rencontrer des femmes de cette localité pour les sensibiliser sur les prestations des guichets sociaux et sur l'autonomisation des femmes. En présence du président du conseil régional de cette ville, un effectif de 50 personnes composées des femmes, des jeunes filles et des élus locaux ont pris activement part à cette journée de sensibilisation. Et on reste toujours au nord du pays, à Tadjoura cette fois, où une vingtaine de jeunes issus de la localité du Rwanda, située donc dans la région de Tadjoura, se sont déplacés hier à Djibouti-Ville pour un séjour de 2 jours chez leurs frères donc de la capitale. À leur descente du ferry, ils ont tout de suite procédé à l'élaboration du programme mis en place qui portait sur la visite et sur la prise de contact avec les différents CDC concernés de la capitale, à savoir celui du quartier 7 et celui du PK12. Les jeunes étaient accueillis tour à tour et avec tous les honneurs par les responsables des centres de développement communautaire, les CDC. Ces derniers se sont personnellement engagés pour assurer l'hospitalité et la sécurité de leurs invités. De leur côté, les jeunes rwandaniens, accompagnés de leurs animateurs et encadreurs, ont participé à un séjour découvert dans le cadre d'une coopération bilatérale entre le CDC de Rwanda et ses hôtes découlant de la politique tracée du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Là, qui sont passés des kilomètres pour venir visiter notre CDC, je suis vraiment comblé de leur présence et j'aimerais tellement visiter, et à ma place j'aimerais tellement de mon tour aller à Rwanda et pour pouvoir échanger
pour répondre à leur présence. Voilà. C'était une très belle journée. Ils sont venus, on s'est connus, ils se sont présentés et je pense que ça leur était un immense plaisir. J'espère qu'ils ont aimé notre accueil et je leur remercie humblement. Et on va retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière. Et avant de clore l'actualité nationale, on va parler un mot en sport. La Fédération djiboutienne de natation qui a organisé hier l'ouverture du championnat national de natation dans la région de Tadjoura. Cette première journée du championnat a vu la participation de nombreux athlètes, notamment les benjamins des écoles primaires de la Ville Blanche, ont pour la première fois participé à cette compétition de natation. Nous notons également
À noter donc également la présence du champion national junior et champion de boxe Hussein Gaber Ibrahim, qui a fait le déplacement pour participer donc à cette compétition et défendre son titre de champion. Le succès de cette discipline auprès de la jeunesse tadjourienne est actuellement palpable. L'organisation de cette journée par la Ligue régionale Tadjoura a parfaitement réussi et témoigne du professionnalisme de l'équipe régionale. Les autorités de la région, les notables et les commerçants de la ville ne sont pas en reste par leur présence. Discipline qu'ils préfèrent sur le plan sportif. Les athlètes et les dirigeants, moi je les encourage à continuer leurs efforts et surtout à continuer à se former. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. L'armée syrienne a repris le contrôle total de Deir el-Zor, ville stratégique située près de la frontière irakienne. De son côté, l'armée irakienne s'est emparée de la localité d'Al-Qaïm. Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Donc, comme vous le dites, donc, les derniers bastions de l'État islamique continuent à tomber sûrement mais lentement. Le recul territorial de l'organisation de l'État islamique continue de se vérifier. L'armée gouvernementale syrienne et les alliés ont ainsi repris à l'État islamique le contrôle total de Deir el-Zor, la ville la plus importante de l'est de la Syrie. Les forces irakiennes ont ainsi aussi repris, donc fait leur entrée hier dans Al-Qaïm, gros bourg du désert au cœur du dernier bastion de l'État islamique en Irak. Tout le matin, l'artillerie de l'aviation irakienne ainsi que les avions de la coalition internationale anti-État islamique emmenés par les États-Unis ont pilonné des positions djihadistes dans la localité située à une dizaine de kilomètres de la Syrie. Puis en fin de journée, le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a annoncé que l'armée irakienne avait totalement repris son contrôle. Ce dernier a salué dans un communiqué la libération d'Al-Qaïm dans un temps record. Les forces gouvernementales Asma et paramilitaires irakiennes ont lancé il y a une semaine la bataille pour la reprise d'Al-Qaïm où se trouve, selon la coalition, 1500 djihadistes de la COP ainsi que cette coopération internationale à Asma présentée par la coalition anti-islamique emmenée par les États-Unis comme le dernier grand combat contre le khalifa autoproclamé en 2014. Elle vise également à étrangler l'État islamique dans son dernier carré dans la moyenne vallée de l'Euphrate et de la province syrienne de Deir el-Zor jusqu'à Al-Qaïm qui se trouve à la frontière irakienne. Et l'Espagne qui a lancé hier soir un mandat d'arrêt européen contre Charles Puigdemont. On sait Fardous que celui-ci est exilé à Bruxelles depuis lundi, sans répondre à la convocation de la justice espagnole qui devait l'entendre sur son rôle dans le projet indépendantiste catalan. Effectivement, Asma, il n'aura fallu que 24 heures à la justice espagnole pour rendre sa décision, donc un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué, donc Carles Puigdemont, a finalement été émis hier dans la soirée. Le parquet en avait fait la requête la veille après que l'ex-dirigeant catalan et 4 de ses ministres ont refusé de comparaître devant un juge d'instruction madrilène. Celle-ci a émis le mandat pour rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l'autorité. Exilé en Belgique, Carles Puigdemont a dénoncé hier l'énorme influence de la politique sur le pouvoir judiciaire en Espagne. Dans une interview accordée à la télé française, donc à la RTBF en Belgique, donnée vendredi soir presque simultanément à l'annonce de la justice espagnole, le parquet fédéral belge a confirmé la réception de ce mandat d'arrêt qui va l'étudier selon la procédure. Le chef catalan et ses proches doivent recevoir cette convocation devant un juge belge, devant être honorés sous 24 heures, qui leur signifiera les poursuites lancées par l'Espagne, qui leur permettra donc de prendre connaissance de leurs droits. Carles Puigdemont peut soit accepter donc ce mandat d'arrêt et être très vite remis aux autorités espagnoles. S'il refuse, ce qui semble donc le scénario le plus probable, le mandat est contesté devant la chambre du conseil. Le pays dans lequel une personne est réclamée, il est renvoyé donc dans le pays émetteur de ce mandat et la personne a 2 mois, donc 60 jours pour contester ce délai dépassé. Il n'y aura plus de
par exemple, de requêtes envers cette personne. Merci Fardous Hussein et merci à vous qui nous suivez. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.